Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 27 octobre. À la une ce soir, le bonheur d'une mère privée de son enfant depuis près de 3 semaines. Marie, vivant à Mbanga, vient de retrouver sa fille d'1 mois. Elle est séparée d'elle depuis qu'une inconnue la lui a prise dans un salon de coiffure le 6 octobre dernier. Le ministre de la Santé publique recadre le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Manaouda Malachi interdit la mise en application de la caution de 50 000 francs CFA avant la prise en charge des patients au sein de cette formation hospitalière. Un mandat d'amener adressé au secrétaire général de la présidence de la République alimente les débats sur la toile. Après des vérités et contre-vérités, notre rédaction choisit de faire l'éclairage sur la fonction du SGPR, ses pouvoirs et ses prérogatives à suivre dans ce journal. Le 8e numéro de Prélude mondial 2022 est consacré à la Serbie, l'un des adversaires des Lions indomptables à la phase de poule de la compétition. Voilà pour les titres. Avant de développer ces titres, ouvrons ce journal par la situation qui prévaut depuis quelques jours en Guinée équatoriale. La police procède à une chasse aux étrangers en situation irrégulière sur l'ensemble du territoire. Des dizaines de Camerounais ont déjà été refoulés et c'est par eux aussi que beaucoup font la traversée. Voici le reportage de David Sandio sur les images de Narcisse Enama. Ce jour, c'est au total 247 ressortissants camerounais qui ont été expulsés du territoire équato-guinéen en laissant pour certains femmes, enfants et pour d'autres des biens matériels et de l'argent. Ici à Kiossi, à la frontière terrestre avec la Guinée équatoriale, ce jeudi, la suite du refoulement massif débutait le 20 octobre dernier. C'était grave. Il ne dit pas que si la personne qui voulait rentrer, il rentre. Il vient seulement un séjour. Ramasser le gens avec toutes les choses qu'on a laissées là-bas, donc c'est grave. Par exemple, moi, j'ai mon restaurant que je viens d'ouvrir. J'ai dépassé beaucoup d'argent là-bas. Mais les gars, moi, j'ai perdu tout. Certains infortunés, partis du Cameroun, parfois depuis 5, 7 ou même 10 ans déjà, racontent leurs mésaventures. Je suis parti au commissariat rendre visite et il y avait un ami qui était enfermé. Il m'appelle qu'il veut la cigarette et un bout de pain. On me laisse bien, j'entre, je donne le bout de pain, il veut sortir. Un policier que je connais très bien m'appelle qu'il vient me présenter. Quand il me présente, il me dit que non, tu n'as pas la résidence, dépose ton sac. Alors que je suis sorti de la maison, pour me voir là. Il m'a un habit, rien, changé, rien. J'ai fait 5 jours en cellule. Donc ils ont fui tous les gens qui sont arrêtés. Il m'a pris mon 120 000. Même avec mon collègue qui sont fuis, nous tous, ramasser notre argent. Mon 120 000 sont pris, frappés. Même il y a une femme là-bas en prison. Sur le chemin du retour forcé, ses compatriotes confessent être passés par la case cellule, brimade et torture physique. Dans la colonie, des femmes enceintes ont accouché avant le terme de leur grossesse. La plupart des refoulés errent dans la ville de Kiossi, cherchant pitance. En fonction des statuts, une poignée est accordée dans le commissariat de la localité. Et c'est par vagues que les Camerounais sont expulsés, vous l'avez vu, hors du territoire équato-guinéen. Ambroise Foguet, notre correspondant dans le sud, s'est rendu à Kiossi. Il présente l'ambiance de cette localité frontalière à la Guinée équatoriale d'il y a 2 heures. Le carrefour des 3 frontières. Ils arrivent ici par vagues depuis jeudi. On parle d'une vague vers midi, une vers 14h et une vers 16h, et ce, tous les jours. La vague qui est arrivée ce jour ici à Kiossi, c'est 24 personnes qui sont actuellement en contrôle au poste frontière. Malheureusement, nous n'avons pas d'autorisation pour filmer dans le commissariat, mais nous avons pu avoir un jeune qui a accepté de partager son expérience, mais à visage ouvert. Bonsoir monsieur. Alors dites-nous, vous venez d'où? Quand est-ce que vous êtes arrivé à Kiossi et quelle est votre situation exacte?
tout juste d'arriver à ici, nous avons été frappés nous avons fait 5 jours et nous venons juste d'arriver. Alors, quand on vous expulse, on vous dit c'est l'expulsion définitive, ou bien est-ce que vous allez repartir en Guinée équatoriale après ce pourquoi on vous a expulsé? Non, ils nous expliquent définitivement qu'ils ne veulent pas que nous reprenions, à moins que nous ayons tout ce dont ils nous demandent. Si nous n'avons pas cela, nous n'avons pas le droit de rentrer. Pourquoi vous particulièrement vous n'avez pas de famille? Oui, c'est juste qu'au début, la main d'œuvre venait un peu de ce qui se pose ici. Les choses ont changé. Non seulement il n'y a pas d'investisseurs, et nous, quand on travaille, on ne gagne plus grand-chose. Voilà, on a expliqué ça avec le commissaire de la ville, lui qui a tenu une réunion disant que quand on peut venir, on fait papier jaune pour reconnaître tous les étrangers qui circulent dans la ville et qui puissent avoir la même ligne ici. Sauf que le décret présidentiel en a dit. Comme lui, ils sont 24 aujourd'hui, mais avant, ils sont arrivés par vague. Merci Ambroise Foguet, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Et à côté de cette situation triste pour les Camerounais vivant en territoire équato-guinéen, elle retrouve le sourire. 3 semaines après le vol de son enfant à Banga, une femme retrouve la chaleur de sa fille. Cette dernière a été retrouvée à Kumba, dans le sud-ouest. Les détails avec notre correspondant Arnaud Devarioda et Luciado Tudjunjako. Bébé Grâce retrouve à nouveau la chaleur des bras de sa maman. L'enfant et sa mère ont été séparés pendant 3 semaines. Le nourrisson volé en Banga est retrouvé à Kumba, dans le sud-ouest. Marie croit savoir les raisons de cet acte. Quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle a pris mon bébé, elle m'a dit que c'est parce qu'elle ne peut pas faire d'enfant qu'elle a pris mon bébé pour élever. Et je lui ai dit de soulever son haut. Et elle a soulevé son haut. J'ai constaté que c'est une fille qui a fait d'enfant dans sa vie. Elle me dit que oui, elle a fait l'enfant, mais l'enfant était passé. Elle dit que c'est la raison pour laquelle tu es venu prendre mon bébé. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que I'm very sorry. L'enfant a été retrouvé grâce à l'opération menée par les éléments de la brigade de terre de Mbanga. La maman nage dans le bonheur. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. Vous avez télévisé mon enfant qui était disparu. Et je remercie aussi le commandant de la brigade terre de Mbanga et ses éléments qui m'ont accompagné jusqu'à Kumba prendre mon enfant et revenir. Et le bon Dieu, parce que sans le bon Dieu, nous ne pouvons pas arriver. Parce que si j'avais un jour perdu espoir, je n'allais plus retrouver ma grâce. La grâce que c'est mon bon Dieu qui m'a donnée. La femme accusée de cet acte se trouve actuellement à la prison de Mbanga. Un essaim d'abeilles fait éruption sur le comptoir d'une commerçante. Les faits se déroulent ce jeudi matin au marché Etoudi, dans le 1er arrondissement de Yaoundé. Une situation qui a suscité de la panique parmi les commerçants. Joël William Diom III et Raoul Ngoufo étaient sur les lieux. Voici leur reportage. Cet essaim d'abeilles a délaissé sa ruche pour perturber la sérénité des commerçants du marché d'Etoudi ce jeudi matin. Présente au moment des faits, cette commerçante revient sur l'apparition mystérieuse de ces insectes, généralement attirés par du miel. Tout à l'heure, nous avons aperçu les abeilles venant du côté de Emana. Ça faufilait vers le haut, jusqu'à ça a pris le virage à la gare routière. Ça s'est superposé sur la marchandise d'une maman là. Jusque-là, on ne comprend pas ce qui ne va pas. La grande incompréhension suscitée par la présence de cette colonie d'abeilles sur un régime de bananes bien précis a fait naître diverses théories. On voit encore que le banane était volé, donc les abeilles sont venues sur place. Donc c'est vraiment suspect, c'est mystique. La propriétaire, quant à elle, balaie ces théories du revers de la main et s'en est remise au divin. J'ai acheté ma marchandise ici à Bafia, aux environs de 17h30. Un gars passait avec sa route sur la moto, il est interpellé. La maman a prié par rapport à sa marchandise disant ceci. C'est la chair de mon front. Ces abeilles doivent disparaître de ma marchandise. Et les abeilles sont parties. C'est donc sur ce poteau électrique que les envahisseurs vont trouver refuge. Avant d'être anéantis,
par ce dépanneur de téléphone. Et je me bats en tout. Quand il y a un tel événement là, c'est le pétrole ou l'acide. C'est comme ça que je prends le pétrole, je vais sur l'origine plantain là, c'est comme ça que le cas m'est revenu. Le bilan de cette invasion d'abeilles au marché des Toudi fait état de quelques commerçantes attaquées, mais sans gravité. Et je vous l'annonçais en titre, une circulaire du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam fait tollé dans la ville de Bafoussam, le chef-lieu de la région de l'Ouest. Une sortie calmée par le ministre de la Fonction, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Et précision avec Michel Solution-Foucault. Le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, le professeur Georges Eno Orok, demande désormais aux patients de son hôpital de payer une caution de 50 000 francs avant tout soin. Cette décision est contenue dans sa correspondance signée le 26 octobre 2022 à l'endroit de son personnel. Elle a créé un tollé général dans le chef-lieu du Bénin. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a immédiatement réagi à cette correspondance. Conformément à la politique d'humanisation des soins prescrite par le président de la République, l'accès de tout Camerounais aux soins est un droit fondamental. Le patron de l'hôpital régional de Bafoussam s'est ensuite rétracté après le désaveu du patron de la santé au Cameroun. Désormais, tout patient aura une prise en charge par bon d'urgence. Il a convoqué une réunion d'urgence ce jeudi 27 octobre dans la salle de conférence de l'hôpital régional. Une réunion présidée par le délégué régional de la santé de l'Ouest. Et cette sortie du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam soulève le problème de l'insolvabilité des patients dans les hôpitaux, une situation qui fait réagir le docteur Albert Zé, économiste de la santé, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Léil Piediou. C'est juste que la disposition prise par le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam est une disposition ou alors une solution à caractère individuel, et pourtant nous avons plutôt besoin d'une approche systémique pour résoudre ce problème. Donc il faudrait qu'on aille vers des solutions durables pour pouvoir résoudre ce problème qui est un problème systémique et un problème qui se pose dans tout le système de santé camerounais et qui perdure depuis, parce qu'il faut le dire que ce système de caution existe dans beaucoup d'hôpitaux jusqu'à présent. C'est juste que le directeur de l'hôpital de Bafoussam a juste parlé de ça de façon ouverte par rapport aux autres hôpitaux. Le temps que Manaouda Malachi a par la même occasion signifié au personnel en question que tout patient admis aura une prise en charge par bon de commande, ce qui nous amène à questionner la politique d'humanisation des soins implémentée au Cameroun. Mythe ou réalité? Un président de syndicat se prononce. Karel Mezatchachoya Raoungofo. L'humanisation de soins telle que conçue par l'État au plus haut niveau veut que les patients soient pris en charge avant de s'acquitter de frais y afférents. Mais la réalité semble être tout autre dans nos hôpitaux. Même s'ils voient que tu veux même déjà mourir, si tu ne sors pas l'argent, on ne te soigne pas. Lorsqu'on arrive, on dit qu'il y a une caution à payer, alors que le malade est en train de saigner. Il est là, il est couché, il est en train de saigner, il peut même mourir. Malaise confirmé par le président du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun. À l'origine, un manque de contrôle de qui de droit. Sylvain Gaounana pointe également du doigt les grilles tarifaires logées à différentes enseignes dans des hôpitaux de même catégorie. C'est une dérive de trop qui demande un coup de pied dans la fourmilière. Il faut que ça s'arrête. Il faut d'abord qu'on soigne. Il prescrit la transparence pour retrouver la guérison. Également dans son ordonnance, l'affichage à l'entrée et même dans les chambres de la tarification de différents actes, un texte qui édifie clairement sur les droits du patient et un autre sur les obligations de l'hôpital. Avec tout cela, on devrait se retrouver vraiment dans cette humanisation des soins. À ce niveau, intervient le counseling pour passer l'info aux souffrants, pas toujours de bonne foi. Quelqu'un peut être nanti, mais refuse de payer. Et s'il faut que ça devienne obligatoire, il faut que ce soit encadré par la loi.
D'où le recadrage du ministre de la Santé publique qui, dans une circulaire, annule la décision du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam relative au dépôt de 50 000 francs CFA avant d'être admis. Ils seront pris en charge par bon de commande, a dit Manaouda Malachi sur papier. Et parlons également à présent de la fonction de secrétaire général de la présidence de la République au Cameroun qui, de tout temps, charrie de nombreuses interrogations. Ces derniers jours, l'actualité politique est particulièrement agitée à la suite d'une procédure judiciaire initiée à l'endroit de Ferdinand Ngongo dans le cadre de l'affaire dénommée Covid-Gate. Que se passe-t-il réellement? Le dossier de la rédaction vous invite ce soir à gravir les pentes douces mais sablonneuses des hautes sphères du pouvoir afin de démystifier l'emblème et à travers un auteur ayant lui-même occupé ce poste pendant 4 ans, de 2002 à 2016, du fond de ces geôles, l'auteur Jean-Marie Atangana Mbara ouvre une fenêtre sur les mythes, textes et réalités dont cette fonction hautement prestigieuse du pouvoir s'accommode. Janice Kamgar. Dès le prologue, le lecteur se fait une idée de ce que c'est qu'être secrétaire général de la présidence de la République au Cameroun. Dans l'antichambre du pouvoir, quelques confessions ont pu s'échapper. Les heures de travail sont longues, la famille est généralement sacrifiée pour les obligations de l'État et le risque d'être mal compris est omniprésent, surtout lorsqu'il s'agit d'appliquer les décisions verbales du chef de l'État. L'opus de 297 pages, paru aux éditions L'Harmattan en 2016, fait l'économie de 6 décennies de textes, de figures et d'anecdotes liées à l'un des postes qui garantit un accès direct au chef de l'État, pratiquement au quotidien. Au fil des pages, Daï Joa Bia, et malgré l'attelage organique qui fluctue en fonction de l'évolution politique du pays, le SGPR est toujours resté le bras séculier du président de la République dont il reçoit toutes les directives, veille à leur suivi et en monitore l'application. Sous le vocable audience quotidienne, l'avatar du prince reçoit les instructions qui guident chacune de ses actions. Et puisque cet opus s'apparente à un kaléidoscope de témoignages, de productions littéraires et journalistiques sur le même sujet, une constante se dégage. Lorsque vous êtes le collaborateur du président, vous donnez les avis et il décide, confessera Titu Sedzoa dans cet ouvrage. Samuel Ebois de renchérir que le travail est accablant, ne laisse pas souffler, on rentre cassé sans pour autant être à l'abri d'un autre coup de fil du président. Et bien que proche du pouvoir, il reste le serviteur du détenteur souverain du pouvoir. Et la fonction de secrétaire général de la présidence de la République lue selon les textes réglementaires avec Monique Naosi-Fosso. Se référant au décret du 9 décembre 2011, il est indiqué en son article 3 que le secrétaire général de la présidence de la République accompagne le chef de l'État dans sa mission. Le secrétaire général est l'homme de confiance du chef de l'État. Parce que quand on dit l'homme de confiance, cela veut dire qu'il gère tous les dossiers les plus souverains qui incombent au chef de l'État. Et à partir de là, je dois vous dire qu'au-delà d'assurer le primitif, le secrétaire général est l'œil, les yeux et la main du chef de l'État. D'après les dispositions de ce décret de 2011, le tout premier service administratif de la présidence de la République, c'est le secrétariat général, suivi du cabinet civil et des ministères de souveraineté, les marchés publics, le Conseil supérieur de l'État, la Direction générale de la Sûreté nationale, la CONAC et bien d'autres. Jouant un rôle purement administratif et technique, l'étendue des prérogatives du SGPR prête parfois à confusion avec celle du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais une démarcation a été renforcée à travers le décret du 5 février 2019, portant délégation permanente de signature au secrétaire général de la présidence de la République. Le doyen peut être empêché et il demande au vice-doyen chargé de la scolarité de signer les cartes d'étudiants. Vous voyez, donc la délégation de signature permet juste au titulaire de se débarrasser d'une formalité telle que la signature et la transmettre à un subalterne. Une délégation de signature qui n'entraîne pas dessaisissement du président de la République, qui reste la tête pensante.
En cas de survenance d'un contentieux dans les domaines délégués, ce n'est pas le secrétaire général qui est responsable, mais c'est le président de la République qui l'est. Si c'était une délégation de compétences ou de pouvoir, là, et seulement là, s'il y a contentieux, c'est le délégataire qui est responsable, c'est-à-dire le secrétaire général à la présidence de la République. Il est donc le principal homme de confiance chargé d'assister le président de la République dans l'organisation du travail gouvernemental. Et je vous le disais il y a un instant, depuis quelques jours, la toile et même la presse se font l'écho d'un mandat d'amener émis par la justice contre le secrétaire général de la présidence de la République. Un mandat délivré à la suite d'une convocation au tribunal criminel spécial à laquelle Ferdinand Ngongo n'aurait pas honoré depuis lors. Tout se dit autour de cette affaire sans qu'on ne parviennent plus à démêler le vrai du faux. Michael Tipkio en direct de notre studio de Bonsoir Michael. Un mandat d'amener a-t-il été émis contre le SGPR? Si oui, pourquoi et dans quelles conditions? Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Eh bien, nous sommes à mesure aujourd'hui de vous confirmer que oui, un mandat d'amener a été effectivement émis par la justice contre le secrétaire général de la présidence de la République. La convocation de Ferdinand Ngongo était en rapport avec les enquêtes autour de la gestion des fonds Covid-19, communément appelés Covid-Gate au Cameroun. Attendu au tribunal criminel spécial le 18 octobre où il devait être auditionné, l'homme a brillé par son absence, semant ainsi la foule de curieux qui avaient effectué le déplacement pour l'y attendre. C'est ainsi que le lendemain, l'on apprend qu'un mandat d'amener est émis contre Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République. Michael, est-ce que la justice est dans son droit? Peut-être, mais concernant le plus proche collaborateur du chef de l'État, il aurait fallu requérir l'avis express de la plus haute autorité étatique qu'il est, ce qui manifestement n'a pas été fait. Autre chose qui peut paraître comme une curiosité dans cette affaire, c'est le secrétaire général de la présidence de la République répercutant les instructions du chef de l'État qui, dans une correspondance en avril 2021, prescrivait l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs ou complices des cas de malversation financière après le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Il apparaît donc clairement que le président de la République, dans cette correspondance, Alain Ghislain, délimite lui-même le champ d'application des enquêtes et surtout les personnes indexées. La question qui se pose donc au sein de l'opinion est celle de savoir en quelle qualité Ferdinand Ngongo a-t-il été convoqué au tribunal criminel spécial. Difficile à dire, surtout quand on sait que c'est lui qui a pris le gouvernail de la task force bien après le déclenchement du scandale Covid-Gate. En parcourant donc minutieusement des documents, on remarque que les 180 milliards de francs CFA logés dans le compte d'affectation spéciale, se trouvant au Trésor public, étaient repartis au sein de 24 administrations sectorielles par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est d'ailleurs la gestion de ces fonds qui a fait l'objet d'un rapport d'étape de la Chambre des comptes qui a révélé des dysfonctionnements à l'origine de l'enquête du tribunal criminel spécial. Alors, à quoi doit-on s'attendre? L'audition du SGPR est-elle déterminante pour la suite de l'enquête? Eh bien Alain, le chef de l'État qui a prescrit cette enquête de la justice après le rapport de la Chambre des comptes vient d'indiquer que non, selon nos sources au Palais de l'Unité. La même source ajoute que les instructions du président de la République ont été données pour la poursuite sereine du travail du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et des enquêtes concernant la gestion de la ligne 94 et 65. Une autre affaire qui fait grand bruit depuis un moment dans notre pays. Merci Michael Tipkio. Et à suivre dans ce 19h50, les orientations budgétaires pour l'exercice 2023 adoptées au cours de la 3e session ordinaire du Conseil de la ville de Douala. En sport, nous reviendrons sur les dernières performances tout feu, tout flamme de Choupo-Moting avec son club, le Bayern Munich. Et enfin, nous verrons comment le gouvernement burkinabé ambitionne de sécuriser son territoire menacé par les violences djihadistes.
Dans l'actualité également, la séance plénière de la 3e session ordinaire du Conseil de communauté de l'année 2022 consacrée à l'évaluation du niveau de l'exécution du budget de la ville de Douala, 30 septembre 2022, et aux orientations budgétaires pour l'exercice 2023 s'est tenue hier à la salle des fêtes d'Aqua. Occasion pour les grands conseillers de critiquer les manquements de l'exécutif communal et à l'exécutif communal de la mairie de la ville de Douala de défendre ses actions. Junior Ossin et Thierry Nana pour plus de précision. Les données de l'exécution du budget de la mairie de la ville de Douala à fin septembre 2022 dévoilent des résultats passables au plan des recettes et en demi-teinte s'agissant des dépenses. Notamment au niveau de certaines dépenses. La commission de préparation de marché a eu quelques problèmes de dysfonctionnement qui ont ralenti le rythme de dépenses. 69,3 milliards de francs CFA comme budget de l'exercice 2022 connaissent les déclinaisons au 30 septembre 2022 au volet recettes de 45,5 milliards de francs CFA et des dépenses chiffrées à 32,27 milliards avec un ordonnancement de 23,5 milliards de francs CFA, soit un recul de 6,75% par rapport au 30 septembre 2021. Il y a des avancées un peu partout dans la ville, mais c'est peu par rapport à ce que nous voulons que Douala soit. À côté de ce chantier, nous entendons améliorer fortement les voiries, l'éclairage public. Le volet santé est aussi au rendez-vous de ces orientations budgétaires de l'année 2023 avec un réaménagement de l'hôpital Akinchine de Douala. Cela permettra à la ville de Douala de disposer dans les prochains mois d'un SAMU, un service d'action médicale d'urgence avec des ambulances disposées dans tous les coins de la ville pour que ceux qui sont malades puissent être transportés en urgence à l'hôpital Akinchine gratuitement. C'est ça le SAMU. Soulignons que la mise sur pied du réseau moderne de transport de masse autobus à Douala va démarrer en 2023. Ceci dans le renforcement de l'attractivité territoriale de la ville. Réunis ce jour à Yaoundé dans le cadre de la 2e conférence des présidents, les parlementaires en visioconférence ont procédé ce jour à l'examen et à la validation d'un projet de directive. Ces travaux ont été présidés par Hilarion étant président du Parlement de la CEMAC. Maria Mazou, Serge Alanzéo. L'examen et la validation de ce projet de directive s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation durable de la filière bois dans le bassin du Congo, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2023. Un projet promoteur, selon Hilarion étant. Je crois que ce texte, tel qu'il est présenté et formulé, est recevable. Et je vous propose de l'envoyer pour examen en commission de chambre entière, conformément aux dispositions de l'article 100 de notre règlement. Ce projet portant sur la mise en place d'un cadre harmonisé de la fiscalité forestière incitative liée à l'exportation des produits de bois transformés est fort apprécié par le président de la commission. Le bois dans notre pays représente pratiquement, la forêt représente pratiquement 90% de notre couvert national. Donc, c'est une ressource renouvelable. Donc, c'est une ressource essentielle. Jugé recevable, il sera donc envoyé devant la commission de chambre entière par le biais d'une séance plénière. Comment prévenir ou résoudre efficacement les problèmes fonciers au Cameroun? La question est au centre des réflexions des chercheurs et d'entrepreneurs locaux réunis à Yaoundé en prélude de la célébration le mois prochain de la journée du géospatial. Ils examinent les enjeux de l'implémentation des solutions géospatiales aux problèmes cadastraux. Janice Kamga, Constant Kamga. Le GPS, l'une des solutions de technologie géospatiale les plus utilisées au Cameroun. Le GPS permet d'avoir votre latitude, votre longitude et votre altitude. Appliqué au secteur cadastral, il pourrait révolutionner la gestion de litiges fonciers. Si vous avez un titre foncier, vous aimeriez que votre titre foncier dise exactement où votre terrain se trouve. Si votre terrain est supposé être ici, mais il est 5 mètres plus loin, vous n'allez pas être content. Ce que tout le monde souhaite, c'est d'avoir des captures et des référencements précis.
Si tout se joue ici autour de la précision, les entrepreneurs, chercheurs et chefs d'entreprise qui exploitent le filon du géospatial pour adresser les problèmes des populations font bloc afin de mettre en place un réseau géologique consistant. Nous travaillons à pouvoir trouver des formules parce que c'est toute une chaîne, c'est-à-dire de la part du financement à la technologie elle-même et l'adoption du produit, pouvoir mettre en œuvre ce qui permettra d'aller assez vite. En l'espèce, des précurseurs comme Camtrack dans le secteur des transports, Sébastien dans la cybersécurité, sponsorisé par l'américain Trimble, le spécialiste du positionnement satellitaire, forment un combo multidimensionnel. Objectif, avoir chacun un peu d'espace dans notre quotidien. Autre chose à présent, c'est la peur au ventre que les élèves de Melon rallient leur maison à la sortie des classes. Un groupe de jeunes gens développe depuis quelque temps un phénomène dit de taxage. Ils rackettent collégiens et lycéens et leur retirent de force argent et objets de valeur. Les éléments du commissariat de sécurité publique sont au trousse de ces malfrats qui sèment l'insécurité dans la ville. Arnaud Devarionda, Luciano Dudunjaku, reportage. Ici, le cerveau du gang qui déleste collégiens et lycéens de la ville de Melon de leur argent et autres biens de valeur. Le phénomène est appelé le taxage et a pignon sur rue depuis la rentrée scolaire. Carnavaro, ainsi appelé par ses comparses, a déjà fait de nombreuses victimes. On vient de prendre ton téléphone. Il dit que pourquoi tu as donné mon téléphone à un inconnu. Il me répond en me disant qu'il ne savait pas que c'était un bandit. Lorsqu'il m'approche maintenant de lui en disant que c'est mon téléphone, il dit que ok, c'est ton téléphone et puis tu vas me donner 5 000 pour reprendre ce téléphone. Après son interpellation, la police a démantelé toute la bande. Dicolo est le prénom d'opération de ce jeune de 16 ans que voici. Il a pris le soin de broder ce sobriquet sur sa tenue de classe. C'est le premier suspect tombé entre les mains des forces de maintien de l'ordre. Son rôle, indiquer à ses complices l'heure de sortie et ceux de ses camarades qui ont des biens sur eux. À titre de prévention, et s'il y a un intrus qui arrive, que ce soit le même système. Oui. Il a dit à l'élève que l'élève me connaît parce que l'élève c'est mon ami. L'élève a dit que oui. Là, il va donner le téléphone à l'élève. L'élève a dit que non, qu'il donne pas son téléphone. Le coup de filet de la police est salué par les chefs d'établissement de Melon. Car la violence en milieu scolaire n'a pas droit de citer. Si les hommes peuvent travailler en synergie avec les forces de l'ordre de sécurité publique, nous pensons que l'ordre peut régner, la discipline peut régner au sein de l'établissement. Les autorités locales et la police invitent les victimes, parents et chefs d'établissement à dénoncer les acteurs du taxage. Ainsi, pourront-ils éradiquer ce phénomène qui sème l'insécurité autour des établissements de la ville de Melun. En culture, un documentaire à regarder absolument dès le 8 novembre prochain, La fabuleuse Odyssée des lions indomptables mondiales de 1990. Le film retrace le parcours historique de l'équipe nationale de football du Cameroun à la Coupe du Monde en Italie. Et les grandes lignes de cette production viennent d'être présentées à la presse à Yaoundé. Daniel Anissé-Boudier et Samuel Ebakissé. Un avant-goût du récit de ce qui reste jusqu'à nos jours le plus grand exploit de l'histoire du football africain. La fabuleuse Odyssée des lions indomptables, un film documentaire d'1h40 qui revisite de A à Z l'aventure du Cameroun au Mondial 90 en Italie. 22 jeunes Camerounais dont la peau ne valait pas grand-chose, qui ont réussi malgré toutes les adversités à atteindre les quarts de finale. C'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents. Donc ce film, ce n'est que de l'émotion, mais c'est de l'émotion réelle que les propos laissent transparaître et nous espérons nous souhaitons que les Camerounais gardent la même émotion, surtout en cette veille de Coupe du Monde. Le documentaire retrace à travers des images d'archives les grands moments de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde 1990 et revient aussi sur les enjeux, les coulisses, privilégiant à chaque fois des témoignages d'acteurs de cette glorieuse épopée. Je m'attendais en regardant ce film à des inédits, à des non-dits et même aux coulisses auxquelles moi je n'ai pas pu avoir accès. Effectivement, je n'ai pas été dessus dans mes attentes. Il y a eu beaucoup de choses que je ne savais pas. La sortie officielle est prévue le 8 novembre à l'auditorium du Palais des Congrès de Yaoundé, 2 jours avant le départ des Lions indomptables pour la Coupe du Monde au Qatar.
Et les Camerounais rêvent d'un parcours identique, voire meilleur à la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour cela, les Lions indomptables doivent remporter la bataille de la phase des poules. Et parmi les adversaires des hommes de Rigobert sont la Serbie. Le 8e numéro de Prélude s'intéresse ce soir à cette sélection nationale. Mathieu Fangwa. Et le 29 octobre prochain aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé la cérémonie du Ballon d'Or camerounais. En liste 13 catégories dont deux principales retiennent notre attention ce soir. Le Ballon d'Or masculin et féminin. Bref, présentation des favoris dans cet élément de Titi Freeman. En duel avec Bertrand Junior Magny de Colombe du Sud et Ramsès Donfak d'Eding Sport FC, Marou Souaïbou est le favori chez les hommes dans la course au Ballon d'Or camerounais. L'attaquant de Coton Sport de Garoua est au cours de la saison récompensé, auteur de 11 réalisations en 20 matchs d'Elite One, 2 en Coupe du Cameroun et 4 autres en Champions League africaine. Avec les Verts et Blancs, le joueur de 21 ans est donc, grâce à ses performances, sacré vainqueur du championnat et de la Coupe du Cameroun. Des statistiques qui le mettent devant ses adversaires au titre de meilleur joueur du Cameroun. Dans la même catégorie chez les dames, c'est Lamine Mana d'Awa FC qui affole les compteurs. À 16 ans seulement, l'attaquante a inscrit 19 buts en 22 journées de Guinness Super League, permettant ainsi à son club de soulever pour une seconde fois consécutive le trophée de la compétition féminine de football au Cameroun. Sur le papier, la joueuse à la faveur des pronostics face à sa coéquipière Brenda Tabé et Monique Ngok d'Éclair Football Filles de Sa. Les vainqueurs de ces deux catégories et des 11 autres en lice seront dévoilés au soir du 29 octobre prochain au Palais des Sports de Yaoundé lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or camerounais. Et le reste de l'actualité à l'étranger dans Escalmande, une signature de Lille Piediou et Calvin Teka. Le président français Emmanuel Macron est hors sol, dénonce le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, au début de la manifestation à Paris dans le cadre d'une nouvelle journée d'action en faveur des salaires. On n'a pas d'argent, on ne consomme pas, et quand on ne consomme pas, eh bien, l'économie elle va mal. Quand les gens ont de l'argent, ils ne vont pas le cacher dans les îles Caïmans, ils vont faire des courses, ils vont acheter. Et donc nous, on a un avis complètement contraire à ce que dit le président de la République. Mais là aussi, on voit le décalage entre sa vie à lui et la vie de la quasi-totalité des Français. Le responsable syndical plaide pour maintenir la mobilisation afin d'obtenir des augmentations de salaire. Des Soudanais ont manifesté à Khartoum un an après le coup d'État qui a failli dérailler la transition vers un régime civil et faire grimper en flèche la faim et l'inflation. Nous protestons depuis un an maintenant et cela nous a permis d'empêcher le coup d'État. Il n'a pas été en mesure d'obtenir une reconnaissance internationale ou régionale. L'ONG Amnesty International met en garde contre de graves violations des droits de l'homme qui pourraient s'apparenter à des crimes contre l'humanité commises par toutes les parties au conflit dans le Tigré. Les viols et les violences sexuelles que nous avons documentés en tant qu'Amnesty International ont été commis par toutes les parties au conflit. Il n'y a pas de partie innocente qui n'ait pas commis de violation des droits de l'homme dans ce conflit. Pendant ce temps, les pourparlers en cours entre les parties belligérantes accueillies par l'Afrique du Sud se poursuivent dans l'espoir de trouver une solution pacifique et durable au conflit. La sécurisation du territoire national constitue l'objectif prioritaire du gouvernement de combat. Déclaration d'Apollinaire Kelem de Tembela, Premier ministre du gouvernement fraîchement nommé dans un Burkina Faso touché par des violences djihadistes depuis 7 ans. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Alors donc, ce gouvernement aura principalement 3 objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. C'est la sécurisation du territoire. Et ça, tout le monde peut y contribuer.
Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.